Les protocoles, si on a parlé d'évolution des matériaux, et Michel le disait à juste titre, si on a parlé d'évolution de matériaux, on peut parler d'évolution de protocoles aussi. Richard, je vais te demander de venir me rejoindre et puis de prendre un micro. Donc, vous savez tous qu'aujourd'hui, la mise en charge immédiate, en tous les cas ici à FOPI Campus, c'est notre activité quotidienne depuis une dizaine d'années et on n'hésite pas à mettre en charge et avec des résultats qui ont été mesurés, calculés et pour lesquels d'ailleurs Michel nous aide à finaliser une étude qui s'est faite sur 7 ans et on va en dire 2 mots. En fait, l'idée pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est d'accélérer un petit peu le temps, c'est-à-dire de mettre en fonction le jour de la pose des implants, mais faire encore mieux le jour de l'extraction de poser les implants. Ceci dit, vous connaissez pour la plupart les protocoles ici, c'est-à-dire le patient vient une première fois, on lui pose les implants, retire les dents bien sûr, pose les implants, et ensuite on fait une mise en charge immédiate. Il vient une seconde fois, on essaye de réaliser tous ces protocoles, c'est-à-dire prendre les empreintes, faire l'ensemble des éléments qui vont nous permettre de fabriquer, et ensuite on passe à la production, et s'il y a une séance de plus, on le fait. On a baptisé ça les protocoles accélérés. Donc les cas cliniques, en fait, l'implantologie moderne, si on a parlé de tous ces matériaux et de ces techniques, c'est d'essayer dans des cas de chirurgie un petit peu avancée, d'utiliser des méthodes un petit peu moins invasives et en même temps d'essayer de gagner du temps. Alors, jusqu'à où peut-on aller? C'est-à-dire sur le gain du temps et sur le côté moins invasif. Alors, j'ai eu le plaisir ici d'accueillir l'émission Allô Docteur que je vous laisse regarder de loin. Il y a des maladies du parodonte qui nécessitent une restauration complète de la dentition. Des prothèses fixes avec des dents en résine puis en céramique permettent aux patients de retrouver un sourire très naturel. Grâce au progrès technique, les délais sont raccourcis. En une journée, il est possible de remplacer toute la denture d'un patient. Marc Lavastro et Mélanie Morin ont assisté à cette intervention. Attention, ce sont des images de chirurgie. Bon, vous faites attention. Parler, manger, sourire, autant de gestes qu'Edmond peine à réaliser. À 54 ans, il a déjà perdu un grand nombre de dents et supporte très mal le dentier posé sur sa mâchoire supérieure. J'ai une maladie parodontale, j'ai mes dents qui sont déchaussées. Donc au départ, j'ai fait mettre un dentier haut, mais j'arrive pas à vivre avec. C'est invivable. Avec un appareil, vous n'avez pas de goût. Vous mangez, il n'y a pas de goût. Le palais, on sent rien. Puis c'est dégradant un peu comme ça vieillit un homme. Pour ne plus subir cet inconfort esthétique et fonctionnel, Edmond va se voir retirer toutes ses dents restantes et recevoir une prothèse fixe sur les 2 mâchoires. La maladie parodontale, c'est quand même une maladie infectieuse et qui détruit tous les tissus de soutien. Donc plus vite on se débarrasse des dents dans ces cas-là, quand c'est une parodontite terminale, mieux c'est parce que la dent, elle est perdue, mais il ne faut pas entraîner la gencive et l'os avec. Alors je vais commencer à retirer les dents. Vu la fragilité de la dentition, l'extraction est rapide. Dans la foulée, le chirurgien dentiste va poser les implants. Il est 11 h du matin, Edmond repartira dès ce soir avec des dents en résine. L'intervention a lieu sous anesthésie locale. Ça fait mal? Le chirurgien commence par inciser et décoller la gencive du bas en utilisant un duplicata de la dentition qui lui sert de guide. Puis il nettoie toute la zone à l'aide d'une curette. Cette maladie parodontale a généré des bactéries. L'os, pour se défendre, a créé une barrière inflammatoire. Et cette barrière inflammatoire, on va la nettoyer. C'est du tissu granuleux. Le praticien utilise ensuite une foreuse pour préparer la gencive et l'os à recevoir un premier implant. Là, je l'implante au niveau de la première molaire. 6 implants sont vissés dans la mâchoire inférieure. Le chirurgien vérifie leur bon positionnement et prend une empreinte à base de résine destinée aux prothésistes. Je vais attendre que ça sèche, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et quand je vais dévisser l'ensemble, j'aurai la relation des dents du bas avec les implants. Donc le prothésiste va pouvoir réaliser cette prothèse provisoire. Le prothésiste récupère cette empreinte.
Parallèlement, le chirurgien ne perd pas une minute et utilise de petits granulés d'os d'origine bovine pour compenser le déficit osseux du patient. Lorsque vous faites une extraction et que vous attendez, l'os, en cicatrisant, se résorbe. Or que quand vous mettez ce matériau de complément, vous n'avez pas cet affaissement osseux autour de l'implant. Après avoir reçu ce matériau osseux, la gencive du bas est provisoirement suturée. Le chirurgien s'attelle à la mâchoire du haut et pose également 6 implants. Une nouvelle empreinte est réalisée pour la mâchoire supérieure. 5 heures de travail sont nécessaires au prothésiste pour réaliser ces dents provisoires en résine parfaitement adaptées aux implants. Retour au bloc opératoire pour fixer les prothèses. Vous avez vu, on ne fait pas de gros efforts, la mise en place est plutôt facile. Vous voyez, là, il n'avait pas de dents, il a des dents fixes. C'est fini ? 9 heures après son arrivée au cabinet dentaire, Edmond retrouve enfin le sourire. Ah bah, je vais rajeunir. Ça va être... je vais rajeunir de 20 ans. Edmond attendra 6 mois au minimum avant de pouvoir envisager la pose de dents définitive en céramique. Alors, tout ça pour vous montrer que ces protocoles ici sont tout à fait rodés et que la télévision nous avait demandé de mettre cet exercice qui n'est finalement pas si facile que ça devant les caméras, sachant qu'ils sont arrivés à 11h30, ils disent 11h sur et à 19h, tout était terminé, le haut comme le bas. Donc ces protocoles, bien sûr, la plupart d'entre vous êtes venus, c'est pas pour certains, les voir, d'autres les apprendre dans le cadre du cursus de la phobie. Ce sont des protocoles qui sont bien établis. Une étude a été faite sur 1042 implants qui ont été posés dans ces conditions. Des patients qui étaient destinés à recevoir une prothèse amovible et qui sont partis avec des prothèses fixes. On ne va pas vous refaire l'étude, on avait fait une conférence spécialement là-dessus. Mais rapidement, Richard, j'aimerais que tu nous rappelles les résultats. Oui, donc très rapidement, c'est un... Avant les résultats, voilà le type de traitement qu'on a, c'est-à-dire le patient arrive comme ça et il se retrouve avec un état parodontal qui est complètement différent de l'état initial. Ce type, alors pardon. Voilà. Tout à l'heure, Michel parlait de suture. Bien évidemment, si la fin du traitement, c'est-à-dire ce type de suture n'est pas maîtrisé, c'est impossible d'avoir les résultats que vous avez en haut, c'est-à-dire avec des sutures suspendues, avec des points en U associés. C'est une technique qui est de suture qui est vraiment très 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 précise, sinon malheureusement on n'a pas de résultat. Donc il faut vraiment travailler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a maintenant, dans le cadre du cursus, réduit à 4 participants les TP de suture parce qu'on considère que c'est trop important pour le faire à 10 ou à 15. C'est plus important d'être en petit groupe. Voilà les types de patients qu'on a traités avec les résultats esthétiques qu'on a pu avoir. Encore ce genre de patients qui viennent avec des états dentaires et parodontales. Et voici le type de résultat qu'on arrive à avoir sur le plan osseux. Bien évidemment, sur le plan de la gencive, voilà les gains qu'on peut avoir. Et encore une fois, tout ça est lié à la façon dont on va gérer les protocoles. Et que malheureusement, il n'y a pas un protocole pour toutes ces chirurgies. Et c'est important de le comprendre. Les conditions initiales sont bien évidemment très importantes. Donc pour en revenir à l'étude, donc c'est une étude qui a été conduite normalement de juin 2006 à septembre 2012, donc qui comportait 1042 implants. Donc on a 7 ans de statistiques entre juin 2006 et septembre 2012. 1042 implants, ce qui nous donne 118 patients. 118 patients, et pour en dire un tout petit peu plus, 28 bimaxillaires, un peu moins de 60 complets. Alors si on parcourt rapidement les résultats qu'on a obtenus vraiment pour les donner de manière brute, un taux d'ostéogradation donc global tout compris, quel que soit le traitement, que ce soit un complet, un bimaxillaire, ou on a 98,37% de taux d'ostéo-intégration. Et ce qui est important de souligner, c'est que quoi qu'il arrive, tous les patients sont sortis avec une prothèse fixe sur un plan. Donc on a 100% de taux de succès prothétique. Alors, on a 4 résultats qui sont très importants dans cette étude et qui, je pense, vont avancer vraiment l'implantologie.
Le premier concerne les sites cicatrisés, les alvéoles d'extraction. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement pris l'ensemble des implants qui ont été posés. On a à chaque fois regardé est-ce que c'était dans une alvéole d'extraction, est-ce que c'était sur un site cicatrisé, et on a comparé les taux de succès. Donc on a au maxillaire des pourcentages de taux de succès qui sont très très semblables, 98,01 et 97,58% de taux d'ostéo-intégration au maxillaire. Des chiffres qui sont très très semblables à la mandibule également. Et ce qu'on a fait à chaque fois qu'on va vous présenter un chiffre, systématiquement on a fait un test statistique là-dessus, le test de Ki2, qui nous permet de valider si oui ou non la différence entre ces deux moyennes est significative. Et donc là maintenant, on est en mesure de dire que voilà, il n'y a pas de différence significative entre l'implantation en alvéole d'extraction et l'implantation sur site cicatrisé. Ce sont les mêmes taux de succès. Deuxième chose, les traitements complets et les traitements bimaxillaires. On a appliqué le même protocole. On a comparé les taux de succès qu'on avait sur les traitements complets et les taux de succès sur les traitements bimaxillaires. Au maxillaire, des chiffres très semblables. À la mandibule, on a une petite différence. Mais l'important, voilà, c'est le test de Ki2. Est-ce que ce test va nous dire que la différence qu'on a là, qu'on peut observer à la mandibule, est significative ? Et la réponse est non. Donc actuellement, avec cette série, on montre également qu'on n'a pas de différence significative de taux de succès entre les traitements complets et les traitements bimaxillaires. Alors, avec l'implant distal, et là, ce qu'on a observé est un petit peu différent. À la mandibule, on parle uniquement de l'implant distal. Donc, j'ai une petite faute de frappe, ce n'est pas l'implant distal angulé, c'est vraiment un implant distal contre un implant non distal. Donc, on observe l'implant distal, les implants non distals, pardon, 98,73% et l'implant distal 95,56%. Oui, c'est un petite faute de frappe. On applique le test du Ki2 et là il nous donne le résultat suivant, c'est-à-dire qu'on a une différence significative. Autrement dit, au maxillaire, cette différence qu'on a de 3,17%, elle est bien liée à une différence réelle. Ce n'est pas juste une interprétation statistique. Montre qu'il y a effectivement au maxillaire une différence entre le taux de succès sur l'implant distal et le taux de succès sur l'implant non distal. Et tu as un petit peu anticipé sur ce que j'allais dire juste après. Si on prend l'implant distal et qu'on regarde à chaque fois est-ce qu'il était angulé ou est-ce qu'il n'était pas angulé, on obtient le même taux de succès, que l'implant soit angulé ou pas. Alors là, je fais un peu comme Michel. Je ne chercherai pas d'explication, c'est des faits. On donne des faits et après, c'est sûr qu'il va y avoir dans l'article qu'on va publier une discussion et une réflexion. Et c'est d'ouvrir la réflexion justement sur des données qui sont intéressantes. Si je peux rajouter juste une petite chose, en fait, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'à la mandibule, il y a tellement peu d'échecs que toutes les statistiques qu'on peut faire à la mandibule, elles sont très rapidement non significatives. Donc c'est assez dur, là même sur les taux d'échec sur les implants distaux à la mandibule, il y en a tellement peu, il y en a 2 je crois dans l'étude. Ouais, voilà, il faut en faire 1000 de plus. Alors il y avait 3 cas cliniques, je vais en laisser qu'un, les 2 autres on les fera à l'occasion d'une prochaine conférence. Ce cas-là est particulièrement intéressant et je rends hommage à ma consoeur Mélanie Bana qui est ici. Mélanie, je vais te laisser le micro. Merci Richard pour tes statistiques. Mélanie, tu vas prendre le micro et tu vas faire des commentaires et rajouter tout ce que tu as envie de faire. Mélanie, pour ceux qui ne la connaissent pas, est responsable du service dentaire à l'INSEP, de l'INSEP, donc les sportifs de haut niveau, et on a eu le plaisir d'implanter Mohamed Diaby qui a été, après ses implants, je crois que c'est grâce à nous, il est devenu champion du monde de boxe française après la pose des implants, mise en charge immédiate. Mélanie, lorsqu'elle a dit on va faire ça, les comités bien pensants médicaux de ton centre ont dit mais ça va pas, mais un boxeur de mettre des implants, mise en charge immédiate, mais tout court de mettre des implants, c'est dramatique. Bien sûr, un boxeur ne mérite qu'un appareil amovible, et autrement que les autres. Donc en fait, on a été là un peu fous, je pense, mais c'est des fous dans le bon sens du terme, et on n'a pas écouté, et cet homme est particulièrement heureux d'avoir eu ce traitement. Mélanie, tu organisais le congrès international donc, de la médecine sportive bucco-dentaire.
Donc c'était à l'INSEP, il y avait des Canadiens, il y avait plein de monde. Elle a eu la gentillesse de m'inviter comme conférencier. Et donc on a proposé nos techniques, alors qu'habituellement, pardonne-moi, je vais faire un petit cliché, c'est-à-dire que la dent d'un sportif qui tombe pendant un accident sportif, en gros, il fallait courir, trouver un peu de l'aile, tremper dedans et la réimplanter. Je résume, et le temps entre le moment où on la réimplante, c'était l'objet de la discussion, un peu comme nous en implantologie. Pendant des années, il fallait réfléchir combien de temps après la cicatrisation on doit poser un implant. C'était 1 an, après c'est descendu à 6 mois, c'est descendu à 4 mois. Aujourd'hui, on n'attend plus du tout. Là, on était un petit peu dans cette même configuration. Et Mélanie, donc on a proposé ces traitements. Et puis, on nous a dit tout simplement que vous, les dentistes, vous êtes sympas. En général, vous êtes au golf le samedi, dimanche. Pour moi, c'est vrai, je ne sais pas pour vous. Et donc, comment voulez-vous que ces sportifs, on leur rende service? Donc, Mélanie leur a dit, vous savez, le lundi, ça peut attendre avec les techniques qu'on propose. Ce n'est pas un problème. Et moi, ce vendredi, je suis parti. Et le samedi, elle a eu un coup de fil donc, de ce patient qui fait du hand, qui est en équipe de France et qui s'est pris un coup et qui a explosé sa dent. Donc là, en plein congrès, tu leur as dit, on va le voir lundi. Et le hasard a fait que ce jour-là, lundi, Michel était ici. Donc on travaillait ensemble sur autre chose. Et j'avais même mon confrère Miguel du Brésil qui était là. Donc action, cette dent était fracturée. Voici dans quel état elle était. Donc on n'avait plus grand-chose à espérer. Donc, on a fait une planification. On a considéré que la bonne position de l'implant, c'était ça. Et il faut comprendre que l'implant, pour bien définir ce problème de stabilité qu'on évoque tous, cet implant est cylindrique. Donc, c'est vrai qu'avec un implant cylindrique, pour essayer de faire du sous-forage, c'est plutôt difficile. Donc d'espérer avoir 50 newtons dans une alvéole d'extraction, c'est quelque chose qui est quasiment impossible à faire. En tous les cas, pour un chirurgien normalement constitué. Là, on s'est dit, on va utiliser, donc j'ai proposé d'utiliser cet implant-là parce que les sportifs de haut niveau, comme ce jeune homme, ne peuvent pas arrêter 6 mois le sport. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on mettait un implant et on faisait une mise en charge immédiate, il n'était pas question pour lui de faire toutes les compétitions, il fallait trouver un moment de vacances, c'était très galère. Et cet implant, comme je l'avais déjà posé depuis le mois de juillet de l'année précédente, j'en avais posé quand même suffisamment pour me rendre compte qu'en 1 mois, il y avait des résultats qui étaient spectaculaires. J'ai proposé à Mélanie et aux patients de faire ce protocole en disant que s'il y avait un problème, on interviendrait. Donc, voici cette dent et voici le traitement qu'on a proposé aux patients. Voici la chirurgie. Donc, on a retiré la dent. Bien sûr, quand on retire la dent, il faut, au niveau de l'alvéole d'extraction, faire un nettoyage parfaitement... on va faire marcher ça. Et là, je vous demande d'être un petit peu attentif. Une fois que l'alvéole d'extraction l'extraction a été faite, voici le type d'abord chirurgical que j'envisage dans ce cas-là. Regardez bien, c'est une épaisseur partielle, c'est délicat à faire, donc il ne faut pas passer ni d'un côté ni de l'autre. Et à partir du moment où vous voyez, on va assez en profondeur, donc c'est en épaisseur partielle et on essaye de monter le plus haut possible. Donc tout à l'heure, mon ami Michel parlait de la vascularisation du sang. Donc vous allez voir tout à l'heure que tout ça, c'est destiné à essayer de créer une vascularisation plus importante. L'idée de cette chirurgie, c'est d'aborder la surexpression vasculaire pendant le traitement. Donc, c'est important de le préciser. Donc, ensuite, on va faire un traitement tout à fait conventionnel. On va nettoyer l'alvéole d'extraction avec la curette d'abord, ensuite avec la fraise boule. Donc, l'os doit être parfaitement nettoyé. Donc, de mettre de la bétadine, de mettre tous ces produits-là, ça n'a aucun intérêt. Et dites-vous que, en termes, donc là, c'est le protocole de forage.
Donc en termes de nettoyage, alors voici ce fameux implant. Il est trempé dans un liquide, dans du sérum phi. Donc c'est son procédé de fabrication. Tu n'en as pas trop parlé, Michel, dans le détail. Je vais peut-être en dire 2 mots. C'est-à-dire que l'idée, c'est de... Vous avez compris à travers les explications, c'est qu'il n'y ait pas du tout de pollution, notamment de carbone sur sa surface. Donc pour ce faire, c'est mis dans une ambiance d'azote, et le protocole dont Michel parlait, qui était très compliqué, imaginez des glove box, hein, comme les boîtes où on mettait on développait nos radios. Cette boîte, dans une atmosphère d'azote, va faire qu'il n'y aura aucune contamination. Donc tout de suite, le sérum phi est mis, une fois que l'implant est mis dans son emballage, le sérum phi est mis, c'est fermé, c'est stérilisé, et il est ouvert qu'au moment de la pose. Donc voilà, cet implant, à votre idée, il a été posé à quel torque? 30-32. Non, mais je vous pose une question, c'est parce que c'est plutôt, si je l'avais posé à 50, Mélanie, on l'a posé à combien? Non, on était à 15 newtons. On était à 15 newtons. Donc, il était à 15 newtons. J'aurais pu décider de tout simplement de refermer tout, de le laisser en place. Et bien évidemment, ce que Michel disait, il aurait pris parfaitement. Et j'aurais pu coller une dent aux dents voisines. Vous savez qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien, parce que là, il y a un diastème, et c'est embêtant de coller sur les 2 dents voisines. Mais vous savez que ça ne sert à rien, quand on fait un collage, de coller sur les 2 dents. Hein, je le redis, ceux qui sont en formation ici le savent. Le ligament s'enfonce de 100 à 200 microns. Donc, quand vous collez sur 2 dents, la colle est sans arrêt en traction, hein, et ça lâche. Il faut coller que d'un côté. Hein. Donc, et là, la dent, elle va suivre le mouvement ligamentaire de la dent sollicitée. Donc, ne pas coller de 2 côtés. Donc, on aurait pu le faire sans problème. Mais on a quand même préféré, parce que c'était facile de venir recoller une dent tout de suite sur la dent voisine et refaire un nouveau protocole. L'enjeu, c'était essayer de lui faire bénéficier d'un traitement accéléré grâce à cette surface. Alors, la technique de capture, elle est importante, pas importante. En tous les cas, ici, on utilise la technique de la raquette. Donc, un modèle a été fabriqué. Ce modèle, bien évidemment, va recevoir ces 2 appuis occlusaux, cette raquette, hein, une forme de raquette, avec le transfert, au bout duquel on va mettre un analogue, et ensuite on va proposer au patient on va fabriquer la dent provisoire sur ce modèle corrigé, et on va proposer au patient de rester avec cette dent provisoire en faisant attention. Mais après la capture, je vais, cette zone-là, vous montrer comment le prélèvement conjonctif, comment on peut, grâce à un prélèvement conjonctif, augmenter la vascularisation au niveau de la partie vestibulaire du site implanté. Donc là, le prélèvement est relativement facile. Vous voyez, il y a un bon conjonctif. Vous faites qu'un seul trait d'incision. Hein, n'en faites pas 50, parce que ce n'est pas confortable pour le patient. Vous recousez très rapidement, ça, ce n'est pas très difficile non plus à faire. Et là, vous voyez, le logement est prêt. Et on va essayer de faire grimper ce conjonctif le plus haut. Et vous avez compris que la partie la plus apicale est très richement vascularisée. C'est celle qui va prendre le plus rapidement. Et ça va permettre de créer un pont vasculaire entre cette zone et le site qui est en cicatrisation et qui a besoin d'un apport vasculaire. Et c'est ce que j'ai baptisé la surexpression vasculaire pendant la chirurgie. Les conditions initiales sont essentielles pour la suite des événements. C'est qu'après, vous avez vu que je fais, donc je vais vous le remontrer parce que c'est la phase, je pense, essentielle. Vous avez compris que je vais en arrière. Vous avez compris que là, quand j'ai recousu, j'ai fait une épaisseur partielle, je n'avais pas décollé. Et c'est là que délicatement, parce que c'est plus facile de mettre le conjonctif avant, délicatement, je vais décoller. Et là,
au niveau du gap et de la tête d'implant, je vais mettre mon matériau de comblement et je ne vais pas faire la méthode traditionnelle comme on fait habituellement, c'est-à-dire de mettre le matériau de comblement et ensuite glisser le conjonctif et de faire un lambeau. Toute la partie du périoste est restée attachée, sauf sur les premiers millimètres. Alors, Mélanie m'a demandé de faire une petite frénectomie rapide. On l'a faite parce que ce patient porte un protège-dents. Donc, c'est très important, c'était gênant pour lui. Hein. Tu peux intervenir là-dessus parce que la technique que tu utilises est vraiment une technique très validée. Tu étais venu nous faire une conférence là-dessus et c'était vraiment intéressant. Ce patient avait déjà un protège-dents avant de se casser cette dent. Et pour des raisons de gêne par rapport à son frein, il a dû le porter une fois à l'entraînement, 2 fois, il a vu que ça le gênait, il l'a laissé dans le sac et après il l'a perdu. Donc maintenant, bien entendu, il le porte tous les jours, mais c'est des explications aussi. Du choc, sans le protège-dents. Parce que normalement, ce protège-dents évite complètement les chocs. Je vous parlais des conditions initiales et j'aime bien prendre cet exemple. Ce n'est pas parce que vous avez un pépin de pomme que vous allez avoir un pommier. Les conditions initiales sont essentielles. Ça veut dire qu'il faut du soleil, il faut de l'eau, il faut tout un tas d'événements, de conditions initiales pour que ça marche bien. Non seulement il faut des conditions initiales favorables, mais en plus, à chaque instant de l'évolution, ces conditions vont changer. En chirurgie, c'est exactement pareil. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire qu'à 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça va marcher super bien. Et ce conjonctif glissé comme ça, c'est pour permettre l'évolution dans le temps de cette vascularisation. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur la vascularisation, sur un autre exemple pour nous montrer que c'est vraiment essentiel. Une dent, elle a un ligament, elle est riche en vascularisation, donc c'est richement vascularisé. Lorsque vous avez une atteinte parodontale, vous savez très bien que c'est relativement long. Pour la même charge bactérienne de biofilm sur un implant, et j'aime bien dire que la tête d'implant, c'est le tendon d'Achille de l'implant, c'est sa tête, parce que dans cette zone au niveau de la tête, rien n'est pareil qu'une dent. Et en plus, le fait qu'autour de l'implant, il n'y ait pas de vascularisation identique à la dent, elle est beaucoup plus faible, on n'a plus de ligament. Et bien pour une même charge bactérienne, l'agression elle est beaucoup plus rapide et l'implant, c'est foudroyant ce qui va lui arriver, c'est ce qu'on appelle la périimplantite. Donc il faut obligatoirement un biofilm. Je vous encourage à bien regarder ce qu'est le quorum sensing, hein, ces bactéries qui deviennent agressives au possible dès qu'elles atteignent un certain quorum. Donc ça, mettez-vous sur Internet, mettez-vous sur tous les bouquins, comprenez ça. Le biofilm n'accepte pas, vous pouvez mettre autant d'antibiotiques que vous voulez, autant d'antiseptiques, autant de bains de bouche, de chlorhexidine, ça n'agit pas sur le biofilm. Donc, ce n'est pas à peine de rêver, c'est l'huile de coude, il faut le nettoyer, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ça veut dire que toutes les prothèses qui sont un peu en surcontour, vont vous permettre d'avoir un biofilm, et ce biofilm va être agressif pour la tête d'implant. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de périimplantite. C'est une des causes, ce n'est pas la seule. Et beaucoup étudient là-dessus, c'est intéressant. Voici la cicatrisation. Donc, ce patient, au bout de... Donc voilà les volumes. Au début, le patient ressemble à ça. Voilà, la cicatrisation s'est un petit peu améliorée. Ça, c'est à 3 semaines, 1 mois. Et voici le résultat. Le résultat, à 6 semaines, l'implant est complètement ostéo-intégré. Alors, vous allez me dire que c'est quoi la preuve qu'il soit ostéo-intégré? Ben là, nous, on en a eu une. C'est encore un petit peu le hasard. Mélanie, je te laisse raconter l'histoire. Tu m'as appelé en urgence. En fait, le week-end, il reprend avec son protège-dents, donc il prend un choc en défense. Donc, il est complètement sonné, assis par terre avec les étoiles, un vrai bon choc. Et là, il m'appelle encore le soir en me disant j'ai l'impression que mon implant a bougé, j'ai l'impression que ça a reculé, je stresse. Donc, du coup, je te l'ai envoyé le lundi pour un scanner de contrôle. Alors, j'ai fait un scanner de contrôle, mais j'ai commencé par une rétroalvéolaire. Hein. On y voit clair avec la rétroalvéolaire. Faites des choses simples en première intention. Hein. Faites pas le plan hors sec.
Je peux vous dire que l'os était parfaitement homogène, l'implant n'a pas bougé d'un poil, et le coup qu'elle décrit sur la dent provisoire, normalement, si l'implant n'avait pas été ostéo-intégré, je peux vous dire qu'il aurait volé. Alors, bien évidemment, sur un exemple à 15 newtons, il ne faut pas établir des théories, hein, c'est un cas, mais comme on en a eu pas mal, on commence à s'interroger sur la vérité de la stabilité primaire et le rapport, quelle est la part de la stabilité primaire, quelle est la part de l'état de surface, on ne sait pas encore, et ça c'est intéressant d'étudier, c'est passionnant, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Je voudrais juste vous montrer que en ayant placé l'implant à 15 newtons, en ayant utilisé un implant, donc roc solide, donc titane et zircone, en ayant utilisé une surface particulière, voici les résultats au niveau avant l'empreinte. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a ce résultat que le match va être gagné. Il faut, dans la réalisation de la prothèse, être particulièrement rigoureux. Et là, je voudrais très vite vous faire un petit rappel. On dévisse la dent provisoire, on met un analogue d'implant sur la dent provisoire, et l'analogue d'implant, on prend une empreinte. Et ensuite, on va prendre le transfert ici, et on va personnaliser le transfert, parce que le diamètre du transfert est beaucoup plus faible que le profil d'émergence qui a été créé par la dent. Et à cet égard, je vous rappelle que ce n'est pas la gencive qui va faire le profil d'émergence, c'est la dent que vous aurez mis qui va créer le profil d'émergence. Donc c'est la façon dont vous allez fabriquer la dent qui va faire que vous allez avoir ce résultat. Si vous faites une incision sur de l'os et que vous refermez les deux lambeaux, bien évidemment, ça prendra la forme de l'os. Si vous le faites sur un pilier de cicatrisation, ça prendra la forme d'un pilier de cicatrisation. Et comme je dis toujours, la gencive est docile. Si vous le faites sur une dent provisoire, vous aurez cette forme. Donc là, l'empreinte va être prise avec une technique, mais vraiment simple. C'est personnalisation du transfert, technique d'empreinte ouverte. Une fois que cette technique, ce porte-empreinte est ouvert, on va prendre l'empreinte. Donc on va utiliser du silicone, bien sûr. Et là, c'est important de bien comprendre que le porte-empreinte doit avoir un mouvement parallèle au plan du palais. Pas des mouvements d'aller et de retour, parce que comme il y a un implant devant, on essaye de le remonter pour être sûr de le retrouver. On fait 2-3 tests avant de prendre l'empreinte. C'est très important. Si ce n'est pas parallèle au plan du palais, vous allez avoir des tirages. Et forcément, un tirage, ça va faire de la surocclusion sur vos modèles. Et vous allez avoir des résultats qui vont être très énervants parce que les occlusions ne vont pas être bonnes. Donc là, on va retirer l'empreinte. Une fois que l'empreinte a été retirée, regardez, on voit ici la personnalisation et c'est ça qui va faire que le prothésiste va faire sur mesure le volume du profil d'émergence. Ce prothésiste va le réaliser exactement à l'image de l'empreinte que vous allez proposer. Alors, donc ça, c'est la dent provisoire qui est remise. Et là, je voudrais vous montrer le résultat du pilier. Voici le pilier mis en place. Et là encore, j'attire votre attention. La fabrication du pilier, elle est essentielle parce que si le pilier est figé et qu'il reste 2 dixièmes pour fabriquer la céramique, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un surcontour. Et souvent, le prothésiste, quand vous faites une préparation traditionnelle, vous dit « Oui, mais la préparation, elle n'était pas assez rentrée. Du coup, ma céramique, entre l'armature et la céramique, même si c'est tout zircone, c'est pareil, il y a un minimum de volume. » Donc là, ce n'est pas sous votre responsabilité, c'est sous la responsabilité du prothésiste. Les prothésistes ont tendance à faire des piliers un petit peu vestibulés. Et ce qui fait qu'il n'y a plus assez de place pour la couronne. Et lorsque vous mettez en place la couronne, eh ben la couronne vient un petit peu en pression et c'est comme si vous mettiez un fil rétracteur. Et un beau résultat comme ça, au bout de quelques mois, vous retrouvez la gencive plus haut. C'est parce qu'il y a un surcontour. Donc le profil d'émergence qui a été fait, il faut le respecter. Et vous le respectez en commençant de la gencive, le volume normal pour la céramique et le pilier ensuite est fait sur mesure. Et ça, c'est des consignes qui doivent être données aux céramistes.
Voici le pilier. Je vous montre les différentes images parce que les photos ont été prises spécialement pour ce soir. Voilà les volumes. Et vous pouvez regarder les bombées. Donc on a tendance à dire que lorsque on fait une extraction, et c'est normal, la table externe en se cicatrisant se résorbe et on a une concavité. Mais avec cette technique de surcontouring avec le BIOS et de surcontouring muqueux, on va l'éviter et on va avoir un bon volume à la sortie. Donc voici le résultat final. La céramique a été posée. Et encore une fois, les différentes angulations pour vous montrer que les volumes naturels ont été parfaitement respectés. Qu'on a une papille. Voici le patient. Esthétiquement, il avait un diastème. On lui a reproduit son diastème. Et Mélanie lui a refait un protège-dents. On appelle ça une gouttière... Une protection intrabuccale. Le mot exact, c'est protection intrabuccale. Et je vous recommande, j'ai eu quelques sportifs qui sont venus me voir, je vous recommande de les adresser à Mélanie pour ça, parce que c'est vraiment, elle est au top dans ce domaine. Donc cette image me plaît beaucoup, mais ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'efforts. Et je crois qu'aujourd'hui, en conclusion, la clinique a besoin de l'industriel, et l'industriel aussi a besoin de la clinique, et les deux se nourrissent d'une seule idée, c'est de pouvoir aboutir à des résultats esthétiques, comme vous pouvez le voir sur cette image. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions...